Salut, c'est JC. Bienvenue dans notre première vidéo. Donc on commence avec The Mountain là, à faire des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur les startups et aussi évidemment, parce que je suis un peu geek, sur le digital et les produits. Donc là, on va parler du Lean Startup. Allez, on y va. Le Lean Startup, c'est un peu un terme à la mode qui est apparu dans l'écosystème des startups maintenant il y a, on va dire, 5, 6, 7 ans. En fait, ce qui est assez drôle dans l'affaire, c'est qu'on utilise énormément les mots américains ou les mots en anglais, mais tous ces principes-là, en fait, ils existent depuis toujours dans la construction d'un projet, dans la construction d'une startup. Et dans les entreprises plus classiques, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Et ce qu'on a connu à l'école ou dans le monde scientifique, c'est le protocole scientifique. Le Lean Startup, ce n'est que mettre en process et construire un produit selon une trame définie. C'est-à-dire, il y a la phase de construction, donc on fait un petit prototype, on construit une version simplifiée de son produit. Après, on fait le test, ça veut dire on essaie de remplir une salle avec 10 utilisateurs potentiels, 10 bénéficiaires ou 10 clients qui se ressemblent, quoi, des gens un peu homogènes dans leurs besoins. Et on leur met le prototype dans la main, on regarde ce qui en retourne, s'ils sont contents ou pas, si ça résout un problème. Et après, on a la phase d'apprentissage. Donc on a la construction, le test et l'apprentissage. L'apprentissage, en fait, c'est de regarder si véritablement on résout le problème d'un utilisateur. On va prendre la question des déchets organiques où voilà, vous avez du mal à savoir comment trier les déchets organiques. J'ai construit un prototype de poubelle beaucoup plus clair sur où est-ce qu'on doit mettre, comment on doit trier les déchets. Donc je leur mets ça dans la main et je leur dis essayez de me dire si c'est mieux que la poubelle que vous avez chez vous. Donc là les gens font des retours, vont vous dire nanana, et vous devez savoir avant le test quels sont les indicateurs qui vont vous dire est-ce que vous continuez ou pas dans la voie que vous êtes en train d'emprunter. Donc les personnes nous donnent spontanément des avis hyper positifs, nous donnent une indication de quand est-ce qu'on peut l'acheter, toutes ces choses-là. Donc, c'est à vous de déterminer, dans la phase d'apprentissage, elle est importante à définir, ce que vous avez envie d'apprendre et quelles sont les preuves que vous devez continuer. Pourquoi on travaille en Lean Startup? En fait, le Lean Startup, on a commencé à en parler parce que c'est un problème qui est spécifique aux startups qui n'ont pas d'argent pour démarrer. Contrairement à une entreprise qui fonctionne énormément avec le principe des prototypes, c'est qu'elles ont les moyens en fait, d'investir beaucoup d'argent en démarrage, de faire des études de marché. Le problème d'une startup, c'est que souvent, il y a un côté innovant dans une startup, donc c'est résoudre un problème qui ne l'a jamais été, ou vraiment innover dans un secteur qui était un peu endormi. Donc, c'est difficile de faire ces grosses études de marché, puisqu'en fait, peut-être que le marché n'existe pas encore, ou qu'il n'est pas consolidé. Donc ça, c'est le premier écueil. Le second, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'argent pour faire une étude de marché dans une startup. Et en plus, il y a un autre problème qui est il n'y a pas d'argent pour faire un prototype ou en tout cas pour se tromper. La startup, en fait, il faut qu'elle se dise en fait, on n'a pas cette phase de prototypage. On accepte que le plus petit produit qu'on va faire, même si c'est avec du carton, même si c'est avec je ne sais pas quoi, ça puisse être déjà vendu. L'objectif d'une startup, c'est donc d'apprendre de son marché. C'est ne jamais continuer dans une voie, donc j'ai envie de faire une poubelle pour trier les déchets, uniquement sur la base de son ambition, de son envie ou encore de sa vision. Parce que le risque quand on lance une start-up, c'est qu'on a une intuition entrepreneuriale qui nous dit que les gens trient mal les déchets et que c'est sans doute lié au fait que les poubelles soient mal conçues. Donc ça, c'est mon intuition d'entrepreneur. Je commence à un peu aller dans la rue ou à parler avec mes parents, mes amis, je leur dis qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont me dire oui, c'est vrai, on trie mal parce que les poubelles sont mal faites. Et ce qui fait que tout d'un coup, je vais faire quoi? Je vais aller dans ma cave, je vais m'amuser à faire une poubelle à la main. Et derrière, la plupart du temps, parce que c'est la vie d'un entrepreneur, on flippe tout le temps, on perd de la motivation, on a peur des avis des gens. Et donc, pendant 2, 3 mois, 4 mois, je vais faire mon truc dans mon coin et un jour, je sors avec un produit qui n'est pas du tout adapté au marché parce que je ne l'ai pas construit avec mes utilisateurs. Donc le principe du Lean, c'est plutôt comme un mantra, c'est comme une philosophie à avoir quand on conçoit un produit, c'est de se dire, à partir du moment où je dépasse 2 semaines sans avoir montré ce que je suis en train de faire à quelqu'un, ou en tout cas à quelqu'un qui est possiblement mon client, je me décale de la réalité. Je suis plutôt en train de tomber amoureux de mon projet et je vais avoir de plus en plus de mal à accepter la critique. Donc c'est un exercice au quotidien.
Le principe après du Lean Startup, c'est aussi d'avoir des cycles qui sont successifs. Donc là, on en a parlé juste avant. Le bon rythme, c'est 2 semaines pour les produits digitaux, ou en tout cas dans les premières phases d'un projet. Pour un projet hardware ou du produit type des vêtements ou des choses comme ça, on est plutôt sur du 1 mois comme cycle, parce qu'il y a des cycles de production, il y a de l'inertie. Et donc, on va rester sur du digital, c'est plus simple. Et donc, on essaie toujours d'avoir ces cycles successifs et de tout le temps se dire, en fait, on investit à chaque fois un tout petit peu plus en temps ou en argent. Donc, si la semaine dernière, où il y a 2 cycles, j'avais investi 200 € et, je ne sais pas, 2 heures de mon temps à la construction d'un produit, et ben, pour passer à l'étape d'après qui me permet de doubler ce temps-là ou cet argent-là, il faut forcément que je passe par une phase obligatoire qui est le focus group. Et il faut bien vous dire que le focus group, c'est obligatoirement avec des utilisateurs. Donc ça, c'est une phase qui est extrêmement dure et que je pense que tout le monde, même moi, j'ai tout le temps peur d'aller chercher des utilisateurs. C'est le fait d'aller dans la rue ou d'aller dans des associations de consommateurs ou d'aller dans des groupes Facebook pour dire aux gens, bah, venez, on va faire une pétanque à côté des quais de Seine ou on va aller dans un bar et je vous aide des bières. Mais le but, c'est d'avoir une population homogène, donc 10 personnes. Et vraiment, les plus durs en fait, à avoir, c'est les 10 premiers. Parce qu'à partir du moment où ils sont venus, vous leur avez parlé de leurs problèmes, bah, vous avez du mal à trier, ils vont vous dire oui, c'est vrai, c'est un vrai problème. En fait, vous allez créer une connivence avec eux. Et ça va être vos early adopters, en fait, les premiers utilisateurs de votre produit. Et après, en fait, ces 10 personnes-là, si elles sont contentes de la relation avec vous, elles vont naturellement faire quelque chose, c'est la prochaine fois que vous faites un nouveau focus group, 2 semaines après, vous lui demandez, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre réseau qui vous ressemble, qui a aussi rencontré ce problème-là? Et en fait, ça fait comme une boule de neige, c'est exponentiel. Ces 10 personnes-là vont ramener 2 personnes, et en fait, c'est bon, vous commencez à créer votre mini-communauté de 100 testeurs que vous pouvez mobiliser à chacun de vos tests. Et le jour où vous sortez réellement un produit facturable, bah, en fait, vous avez déjà presque des acheteurs. Qu'est-ce que c'est que le MVP? Donc ça, on en parle énormément. Dès que vous rentrez dans un incubateur, on vous demande qu'est-ce que c'est que votre MVP. Donc c'est Minimum Viable Product. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le Lean Startup, c'est faire des itérations. Ce que vous avez en tête quand vous vous lancez dans votre projet, c'est le produit idéal que vous n'arriverez jamais à atteindre. Ou après plein de levées de fonds, ou même jamais, parce que c'est une utopie. Le Minimum Viable Product, c'est de vous dire, mon idée idéale, mon utopie, c'est ça. En fait, ce n'est qu'une étape que j'atteindrai dans 5 ans. Comment je fais pour trouver des versions plus simples de ce produit-là? Donc, c'est-à-dire, on revient en arrière. J'essaie de reprendre, de revenir dans mon idée et que tous les produits intermédiaires que je vais trouver résolvent eux aussi, en fait, le problème des bénéficiaires, des clients ou même juste des visiteurs de mon site ou des utilisateurs. Donc là, l'exercice, il est parfois un peu compliqué parce que, par exemple, on peut imaginer au début faire une application mobile très compliquée avec un compte, avec le fait qu'on puisse acheter des choses dessus, tout ça. Bah, peut-être qu'en fait, on aurait juste pu faire un site internet. Peut-être que vous auriez pu faire juste une page Facebook. Peut-être que vous auriez pu faire juste une newsletter qui pouvait répondre à cet enjeu-là. De la même manière que, par exemple, si on prend l'exemple de la question du déchet organique et du tri, bah, moi, mon idée, c'était de dire, bah, en fait, mon idéal, c'est de faire une poubelle où quand on jette un trognon de pomme dans la poubelle, ça nous dit « non, vous vous êtes trompé ». Donc, c'est-à-dire qu'il y a une détection chimique du fait que ce soit une pomme qui tombe dans la poubelle et qui dit « vous vous êtes trompé de trou, c'était dans l'autre trou que vous auriez dû le mettre ». Ça, c'est mon utopie. Parce que c'est un objet connecté, parce qu'il faut du hardware, il faut un serveur, il faut une analyse chimique, c'est super complexe. En fait, je peux revenir d'un cran, ça c'est peut-être un truc que je ferai dans 2 ans, je peux revenir d'un cran en arrière en me disant, bah, en fait, je peux juste peut-être faire une poubelle où il y a 3 slots différents avec une petite icône disant, ici c'est les trognons de pommes, ici c'est de la viande, et ici c'est pour le papier. Bon, je pense que ça existe déjà. Donc un exemple de MVP, en fait, on peut en faire plein en fait, sur plein de produits différents, mais si on en prend un sur une startup assez connue comme Blablacar, c'est de se dire, bah, Blablacar aujourd'hui c'est un site incroyable avec, on peut créer des comptes, on peut payer en ligne, il y a les indices de confiance, on peut faire des commentaires, on peut trouver des trajets hyper smart et même compléter son trajet par rapport à un train et directement maintenant on peut mettre, il me semble même qu'il y a Blablacar dans Google Maps maintenant il me semble. Bah, en fait, quelqu'un qui se lance dans sa startup au début, il a l'ambition de faire ça,
Et le problème, ça serait de rester bloqué dans cette ambition-là. Donc, dites-vous que, par exemple, Blablacar, au démarrage, ils n'ont pas tout de suite pensé à ça, mais ils ne savaient sans doute même pas où ils allaient. Donc, c'est de se dire, je prends toute cette super plateforme Blablacar et je la mets à la fin, c'est-à-dire, je me dis, bah, je vais l'atteindre dans 3 ans. Et c'est d'essayer de faire des étapes intermédiaires, en fait, qui permettent de résoudre aussi le même problème. Comment déplacer une personne d'un point A à un point B moins cher et en covoiturage. Ça, c'est le vrai problème en fait, auquel veut répondre Blablacar. Donc, ils se disent, tout ça, c'est à la fin, là, cette énorme plateforme complexe. En fait, avant, bah, on peut mettre des étapes. La première étape, ce serait par exemple, on peut faire un site d'annonce comme Le Bon Coin, où les gens viennent et postent juste des messages en disant bah, demain, je fais mon trajet Lyon-Paris, est-ce que ça tente quelqu'un de venir avec moi? Donc les gens répondent et disent bah, ok, moi aussi. Et le paiement, bah, ça se fait au sein de la voiture, ils peuvent s'échanger l'argent. Et les avis, bah, bon, il n'y a pas d'avis pour le moment. Et donc, entre les deux plateformes, en fait, ça se trouve, il y aura autant de voyages. Et ça se trouve, même la plateforme Blablacar est trop complexe et perd des annonces aujourd'hui. Et peut-être que ça marcherait beaucoup mieux. Il pourrait y avoir même une étape avant qui pourrait être une page Facebook ou un groupe Facebook. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de faire un site internet, on lance juste un groupe Facebook avec marqué covoiturage Lyon-Paris. Et les gens postent dessus dès qu'ils font un voyage et les gens commentent en dessous. Donc ça, c'est vraiment un exemple pour trouver son MVP. C'est de se dire, le seul point commun entre tous ces produits, c'est la vision, c'est-à-dire le problème que j'essaie de résoudre, le fait qu'il y a un marché, il y a véritablement des gens qui font ce trajet-là, donc il y a une taille de marché, ça existe ce truc-là. Et enfin, bah, je propose en face, il y a plein de produits avec différentes ambitions, et mon objectif c'est d'atteindre celle-ci, mais je peux très bien résoudre le problème avec mon tout petit produit. Le pivot, en fait, c'est pas quelque chose que vous faites toutes les semaines. Le pivot, par exemple, de se dire, bah, en fait, je pensais au début faire du transport en covoiturage, maintenant je vais plutôt construire une voiture et demain je vais faire un chatbot. Le pivot, c'est pas de décider vous-même quand est-ce que vous changez. Le pivot, en fait, il intervient, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il intervient. On pourra faire une petite liste après si vous voulez. Mais le pivot, c'est véritablement concevoir un nouveau MVP. Donc, c'est de se dire, bah, j'ai testé déjà 3 MVP, j'ai fait le skate, j'ai fait le vélo, j'avais commencé la mobilette. Et en fait, étant donné que je suis en lean startup, donc ça veut dire que j'ai suivi la méthode, toutes les semaines, je rencontrais des gens dans une salle et je leur mettais le skate dans la main. Je leur ai mis le vélo dans la main. Et étant donné qu'à chaque fois que je demandais à la personne de venir avec 2 autres de ses amis qui lui ressemblaient et qui avaient le même problème, bah maintenant j'ai une communauté de 1000 personnes. Et en mettant ces 1000 personnes dans une salle et en les connaissant suite à mes itérations, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème plus intéressant, qu'il y avait un problème que personne n'a vu, que même mes concurrents qui ne sont pas dans cette méthode Lean n'avaient pas détecté, ou que, en fait, le problème que j'étais ciblé au début, ou la vision que j'avais, bah, en fait, il n'y a pas de taille de marché, où les gens ne seraient pas prêts à payer pour, mais en rassemblant une population homogène dans une salle, j'ai découvert totalement autre chose. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient tous mal à l'oreille. Et donc, vous vous lancez dans un mécanisme, je ne sais pas quoi, pour résoudre un enjeu, je ne sais pas quoi. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, le pivot, un pivot intelligent, c'est un pivot qui est construit sur l'expérience acquise, soit sur le produit, soit sur la cible. Le pivot, il est aussi intéressant dans le cadre pour trouver son MVP. Parce qu'il y a une raison pour laquelle les personnes se mettent au bout d'un moment dans du Lean Startup, ou en tout cas s'intéressent à cette problématique-là, c'est que les premiers 10 à 20 000 euros d'une startup sont souvent mal utilisés. La personne se lance, elle est mal conseillée et elle investit rapidement dans un produit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cette démarche de vouloir faire un produit progressif. En fait, elle va investir d'un coup beaucoup d'argent avec des développeurs ou des graphistes et tout d'un coup, bah, elle se retrouve sans argent. Et donc, la première raison d'un pivot, ce n'est pas forcément l'expérience acquise, puisqu'après la personne va rentrer dans le mode Lean, donc là, ça sera de l'expérience. C'est plutôt qu'en fait, elle manque d'argent. Et donc, tout d'un coup, elle va se dire, bah, au début, je pensais faire un site internet, j'ai dépensé énormément d'argent. Comme je ne l'ai pas construit avec mes utilisateurs, ça n'a pas répondu au problème. Je me suis planté, table rase. Et comme je n'ai plus d'argent vu que j'ai tout consommé, bah, je me retrouve à devoir repartir à zéro. Et je vais plutôt travailler l'acquisition tout de suite. Donc, je vais faire une page Facebook, je vais faire des newsletters. Et tout d'un coup, la personne repart dans un cercle vertueux, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle l'innovation par la frugalité. C'est moins on a d'argent, moins on a de ressources, plus on est innovant.
quelques exemples de pivots. On peut parler de Slack, qui est énormément utilisé dans les startups aujourd'hui, dont aussi les entreprises. C'est une startup qui est extrêmement bien valorisée aux États-Unis. Hein. Ça fait partie de ce qu'on appelle les licornes en Silicon Valley. C'est un logiciel, une application de messagerie interne. Voilà, bon, vous irez voir ce que c'est. Donc, à l'origine, cette startup-là, c'était une entreprise qui faisait des jeux vidéo sur Internet. Et il y a une grande phase de jeux vidéo sur Facebook. Il y a une crise et tous ces petits studios ont disparu. Slack avait développé, donc c'était plein de développeurs en fait, ils avaient développé en interne un logiciel de messagerie parce qu'ils sentaient qu'en fait les logiciels existants, Hangout, je ne sais pas quel autre système de messagerie, ne répondaient pas à leurs besoins. Donc ça veut dire qu'ils avaient l'avantage d'être eux-mêmes leurs propres clients, ce qui arrive parfois quand on lance sa startup. Donc ils avaient développé en interne ce logiciel-là. La startup, ou en tout cas Slack de l'époque, va mal. Donc ils ont dû arrêter et virer plein de gens. Et se sont refocalisés sur cet outil interne en se disant mais en fait nous on a eu ce besoin-là. Nos développeurs ils sont sans doute partis dans plein d'autres startups puisque ils ont dû trouver un nouveau travail. Et peut-être que dans les autres startups, on dit mais nous, dans notre ancienne boîte, on avait un logiciel qu'on avait développé en interne qui était super. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on leur demande de pouvoir l'utiliser? Et là, c'est véritablement un pivot, c'est-à-dire sur la base de l'expérience acquise, eux, ils avaient une expérience interne, les autres en avaient aussi, ils se sont dit opportunité, on va changer, on va pivoter. Et nous, Slack, qui faisions des jeux vidéo, on va devenir un logiciel de communication interne à l'entreprise. Et donc, ils ont commencé à augmenter, en fait, à développer leurs produits et à le vendre. Donc ça, c'est un vrai pivot. Donc, ils ont gardé la cible, c'est-à-dire un peu le monde startup tech, puisque Slack, c'est vraiment la première cible de Slack au début, c'était les développeurs, c'était pour les communiquer entre développeurs. Donc, ils ont gardé cette cible-là et ils sont totalement partis sur ce nouveau logiciel. Et donc, aujourd'hui, c'est une des startups les plus valorisées aux États-Unis. Un autre exemple, en fait, de pivot, on a le zoom out. C'est-à-dire, on peut penser par exemple, il n'y a pas d'exemple précis de start-up, mais pour les tillers ou toutes ces start-up en fait, qui proposent aux restaurants d'avoir des caisses enregistreuses, pas à l'ancienne avec les petits rouleaux, mais avec les tablettes Apple hein, qu'ils mettent dans les restaurants. Eh bien, eux, au début, se sont dit, il faut qu'on change le moyen de facturation au sein des restaurants. On va inventer un truc avec des tablettes, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc, ils sont arrivés avec un vrai besoin, c'est-à-dire il y avait besoin de rénover ça au sein des restaurants. Ils ciblaient uniquement la question du paiement au sein des bars et des restaurants. Et après, ils ont installé ces tablettes-là. Et donc, le zoom out, c'est le principe de dire, une fois que je suis installé auprès d'une cible, que la cible est contente de mon produit, je vais essayer d'augmenter peu à peu les fonctionnalités de ce produit, puisqu'en fait, ma cible est ce qu'on appelle une cible captive. Donc, comme ils payent un abonnement, ils sont là tout le temps. Et donc, Tiller ou tous les autres du milieu, en fait, ils rajoutent des fonctionnalités pour soit que l'outil soit plus utile, donc la personne devient encore plus amoureuse de l'outil, soit pour augmenter ou améliorer les offres. Alors, il y a un autre exemple, c'est Amazon qui donc est un site e-commerce en ligne. Ils sont présents dans le monde entier et à l'époque, à un moment donné où ils se sont lancés, il n'y avait pas encore les infrastructures d'hébergeurs qui étaient capables de répondre à un enjeu qui était juste lié à Amazon, c'est être présent dans le monde entier. C'est le plus gros site e-commerce du monde. Donc, c'était les seuls à avoir ce problème-là. Donc, si on reste dans le lean startup, il y a un problème à régler. La cible, c'est Amazon. Ils ont beaucoup d'argent. Ils se sont dit, il y a quelque chose à faire. Donc, ils se sont créés leurs propres infrastructures. Donc, ils ont construit des data centers dans le monde entier. Ils ont mappé le monde entier avec leur bazar. Et pour pouvoir qu'une personne au Japon, en France ou au Brésil puisse avoir la même expérience utilisateur sur le site, le même temps de chargement des images, donc ils ont réussi à développer cette infrastructure. Et ils se sont dit, retour sur investissement, donc ce n'est pas un pivot, c'est un pivot de type retour sur investissement, c'est-à-dire comme s'ils créaient une mini startup dans la startup, ils se sont dit, mais pourquoi on ne proposerait pas à d'autres personnes d'utiliser notre infrastructure? Et c'est ce qu'on appelle AWS, Amazon Web Service. Alors, maintenant, il y a quelques questions à vous poser pour
réfléchir en mode lean, pour vous challenger en fait au quotidien et vous dire bon bah toutes les 2 semaines je refais ma liste des questions, c'est comme une petite checklist que vous devez faire et pour bien vérifier que vous n'êtes pas en train de vous décaler par rapport à la réalité, que vous êtes bien en train de faire le produit le plus simple, que vous n'êtes pas en train de rajouter à chaque fois oui mais ça serait mieux avant de faire le test si on pouvait. Là par exemple si on dit cette phrase là, vous êtes très clairement en train de vous mentir et d'essayer de retarder le moment donné où vous allez véritablement tester auprès des utilisateurs. Donc l'idée, c'est que si vous commencez cette phrase, c'est de vous dire bon, en fait, je le mets à plus tard, je fais mon test et dans 2 semaines, je rajouterai ce que je voulais absolument mettre avant de faire le test. Donc là, je vais vous faire une petite liste de questions. Vous pouvez les retrouver dans un document associé à la vidéo, vous en faites pas. Donc la première question, c'est quel est le problème que vous voulez résoudre? Ça, c'est hyper important à définir, à écrire. Quel est le problème que je suis en train de résoudre? Et évidemment, corrélé à ce problème-là, c'est mais qui a ce problème? Donc là, c'est quoi mon marché? C'est quoi ma cible? Et évidemment, c'est quoi mon cœur de cible? Donc là, on retrouve des notions, c'est des notions du marketing en fait. Donc là, vous pouvez vous documenter sur Internet, il y a plein de choses sur ce sujet-là. Mais donc, c'est véritablement le problème. Les gens ne savent pas trier les déchets. Donc quand on est chez soi, on ne sait pas où vraiment mettre les choses. Donc ça, c'est mon problème. Le marché, c'est à peu près tous les humains sur Terre. Et mon cœur de cible, c'est peut-être pour l'instant juste les urbains, parce qu'ils ont vraiment des problèmes avec ça. Et les familles, parce qu'en fait, elles ont énormément de problèmes entre les enfants, les parents et les gens qui viennent à la maison. Voilà. Donc là, il faut vraiment le définir. C'est important. Après, il y a la question du MVP. Donc une fois que j'ai défini ça, c'est le produit idéal que je veux faire, c'est une poubelle qui parle et qui est capable de détecter si un objet ou en tout cas un déchet est mis dans le mauvais bac. Ça, c'est mon produit idéal. Et donc, ça, vous le mettez à la fin. Essayez de retrouver le MVP, donc le minimum viable product que vous souhaitez faire là à l'instant T dans l'itération dans laquelle vous êtes. Donc, revenir au MVP, au tout premier MVP. Et ça, c'est censé être écrit. Vous devriez écrire « Aujourd'hui, je suis en train de faire une poubelle en carton. Demain, je ferai une poubelle avec des autocollants. Après-demain, je ferai une poubelle en plastique avec des petits symboles lumineux. Et après-demain, je ferai un robot qui parle et qui est capable de trier lui-même. » Donc là, voilà, il y a un autre challenge en fait, faut tout le temps que vous ayez en tête, ça c'est une phrase qui doit se répéter dans votre tête, c'est combien de temps est nécessaire avant de pouvoir tester ce que je suis en train de faire auprès de ma cible. Donc ça c'est quelque chose que vous devriez avoir en tête, c'est là je suis en train de me lancer pour construire, puisque c'est le premier cycle, la première partie dans une itération, je suis en train de construire mon prototype ou mon produit, là, vous vous posez la question, dans combien de temps ça sort? Si vous me dites 2 mois, là, vous n'avez pas assez élagué votre produit parce que 2 mois, c'est trop long. Donc, vous devrez toujours vous dire combien de temps avant que je puisse tester. Et ça vous permet de vous challenger, de vous dire il y a peut-être quelque chose de plus simple encore à faire. Donc là, il y a la question de la stratégie aussi à mettre en place très rapidement pour acquérir une cible. Donc on le disait, c'est les focus groups, c'est comment vous arrivez à créer votre noyau dur d'utilisateurs, c'est-à-dire les personnes que vous allez solliciter régulièrement pour venir tester vos produits toutes les 2 semaines. Donc il y a les bières, ça marche toujours, il y a les coupons cadeaux. Vous allez aller donc comment vous les trouvez, c'est aller dans la rue avec des formulaires, demander aux gens de venir dans la salle avec vous. Vous pouvez faire des pubs Facebook pour acquérir des gens. Vous pouvez faire du partenariat, vous pouvez faire du parrainage. Il y a plein de moyens, mais il faut absolument que dès le démarrage de votre startup, vous vous posiez la question quelle est ma stratégie pour que tous les vendredis, toutes les 2 semaines, j'ai 10 personnes, soit nouvelles, soit récurrentes, qui viennent et me fassent des retours sur mon produit. Donc ça, c'est la stratégie. Et donc, c'est un début de stratégie d'acquisition, mais là, qui est dans un démarrage de stratégie de test, en fait. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. Enfin, j'étais tout seul, mais en tout cas, vous l'avez regardé. Et donc, on va vous en faire d'autres sur plein d'autres sujets. N'hésitez pas en dessous là, des commentaires de la vidéo de nous dire quels sont les sujets qui pourraient vous intéresser et aussi peut-être de nous parler de votre projet. Il y a Emmanuel qui adorerait vous répondre en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine.